Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Major Prépa. Ça ne vous aura pas échappé, dans quelques jours, quelques heures à peine débute le concours BCE 2026 et pour vous aider dans vos ultimes révisions, nous allons vous proposer une dissertation guidée en ESH. Alors vous le savez peut-être, moi je suis plus team Géopo que ESH, mais heureusement j'ai deux économistes de formation, ou historiens d'ailleurs, qui pourront m'aider dans la tâche, Miguel et Gérard. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter dans un premier temps et ensuite on va parler du sujet que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui? Alors, je suis Gérard Péot, je suis professeur de SH au lycée Voltaire à Orléans. J'enseigne en première et deuxième année. Et Miguel Ordano, directeur de programme École de TVS Éducation. Je suis à la base docteur en économie par la Toulouse School of Economics et HES Paris. Parfait. Merci à tous les deux de vous présenter aujourd'hui, puis de pouvoir aider les étudiants qui vont nous suivre. Alors, le sujet, il est déjà affiché. C'est un sujet d'actualité, évidemment. Peut-être un chouïa polémique, on pourra en parler. Alors, avant d'attaquer véritablement cette dissertation, trop d'impôts tue l'impôt, peut-être un propos liminaire sur ce qu'on attend finalement de la dissertation d'ESH. C'est pas toujours clair pour les étudiants. Je pense que c'est utile de le faire. Je vous propose de procéder en 3 points. L'introduction, le développement et la conclusion, bien sûr. On le sait, l'introduction, pour commencer, c'est la partie peut-être la plus charnière finalement de l'épreuve. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'abord de cette introduction? Qu'est-ce qu'on attend concrètement d'une bonne dissertation en ESH? Alors, le problème de la dissertation, c'est un problème bien connu des étudiants. Il y a l'effet de saisissement quand on lit le sujet, c'est-à-dire on aurait toujours aimé un autre sujet. Donc il faut se débrouiller tout de suite avec ça. Et en fait, ce qui est un gage de réussite, c'est souvent la simplicité. C'est-à-dire qu'il faut partir de choses assez simples. C'est la première chose. C'est réaliser une introduction qui remplisse parfaitement sa fonction, c'est-à-dire qui ne soit pas trop compliquée, pas trop alambiquée, qui définisse bien les termes du sujet, qui définisse bien les termes du sujet pris séparément. Alors là, ça se pose pas trop pour le sujet qu'on a choisi. Et ensuite, les termes associés les uns avec les autres, puisque les interprétations peuvent varier. Être capable de contextualiser, on est en ESH, donc il faut avoir à la fois les connaissances économiques, mais aussi être capable de faire des références précises aux faits, voire donner de la profondeur historique à son raisonnement. Et puis évidemment, proposer une problématique claire, c'est-à-dire une reformulation du sujet en faisant émerger les aspects sous-jacents de la question, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas de premier regard, mais qui est très important ensuite pour apporter une réponse claire à la question qui est posée. La dissertation, c'est un raisonnement. On a une question, on doit arriver à une réponse et la difficulté du candidat, c'est de trouver le chemin qui permette de passer de manière fluide de la question à la réponse. Alors, deux remarques sur ce que tu disais. On insiste beaucoup dans la méthodologie, et nous les premiers, sur l'importance de cette introduction. Mais ce que tu observes, toi, parfois en tant que correcteur, c'est peut-être l'écueil inverse, des étudiants qui finalement sortent jamais vraiment trop de l'introduction. L'introduction doit être efficace. Moi, je pense, c'est-à-dire, il faut pas, c'est pas un devoir, c'est-à-dire l'introduction ne doit pas se transformer en mini-dissertation. Ça ne doit pas être une litanie de questions qui se déclinent les unes les autres. Ça doit être quelque chose de clair, vraiment bien définir les termes. Si on n'a pas d'idée d'accroche trop efficace, il vaut mieux être simple que de faire quelque chose de très artificiel. Et il faut bien mettre en valeur la question à laquelle on va répondre, puisque sur certains sujets, on peut avoir des divergences d'interprétation du sujet, et on peut faire une bonne copie deux copies qui traitent le même sujet de manière assez différente, peuvent arriver à une même bonne note en prenant des chemins différents, mais il faut bien que ça soit visible dans l'introduction. C'était un parti pris, il faut qu'on le sente dès l'introduction. Ouais. Sur la problématique aussi, on sent cette peur des étudiants de vouloir faire quelque chose de très intelligent, de montrer en fait toute l'étendue de leurs connaissances. Et finalement, on arrive souvent à des problématiques très alambiquées, alors que quand on regarde finalement les très bonnes copies qu'on peut trouver dans la Grange à copies, par exemple sur Major Prépa, souvent les problématiques sont assez courtes d'une part et surtout très, très lisibles, très claires. Voilà, il faut être clair, c'est-à-dire bien mettre en évidence la question que pose le sujet. Et une question qui soit à la fois percutante, facile à décliner ensuite en raisonnement. Parce que les problématiques qu'on trouve parfois dans les copies, je suis correcteur de concours, donc quand on trouve des problématiques sur 5, 6, 7 lignes, avec des questions, des points d'interrogation, des ou, des mais, au bout d'un moment, on s'y perd. Donc soyez simple, faites quelque chose de compréhensible, facile à tenir aussi, c'est-à-dire qu'il faut trouver une question à laquelle on peut répondre, puisque c'est bien, ensuite, le plan partira de ça, et on peut avoir des idées de plan à partir de la problématique qui soit a priori claire, mettre des titres, et puis après, quand il faut remplir les cases, c'est difficile. Donc, il faut quelque chose d'assez simple, qui pose bien la question, et que le correcteur voit que la question a été comprise, et que la lecture de la question est compatible avec le sens de la question.
Oui, parce que Voilà. ne l'oublions pas, il s'agit quand même, in fine, de répondre à une Voilà, question. voilà, Ouais. Alors, c'est justement ce qu'on va aborder dans le développement juste après. Ce qu'on avait noté, donc, c'est des parties équilibrées, ça aussi, Voilà. peut-être un écueil que tu vois souvent, et là aussi, pas alambiqué. Alors, pas alambiqué, moi, ce que j'appelle alambiqué, c'est une espèce de frénésie de l'introduction partielle. Alors, moi, je n'y suis pas très favorable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien introduit, on peut faire une phrase d'introduction en début de chaque partie, mais c'est pas utile de recommencer à dire on fera dans un grand A, dans un grand B, dans un grand C. Introduire son propos et ensuite être clair et travailler les transitions, par contre, entre les paragraphes et les parties. Et alors, un sujet qui me semble très structurant et finalement peut-être pas si bien compris par beaucoup d'étudiants, c'est le fait de répondre vraiment à la question. Parce que évidemment, dans le sujet là qu'on a choisi, enfin que vous avez choisi, bon, évidemment, aucun étudiant de deuxième année de classe préparatoire va trancher un débat qui passionne les économistes depuis des décennies. Donc, qu'est-ce qu'on appelle vraiment répondre à la question? Répondre à la question, c'est montrer que cette question n'a pas de réponse tranchée, en l'occurrence. Et donc, c'est un équilibre entre plusieurs manières de lire la question de l'impôt. C'est une question qui est à la fois économique, qui est aussi une question sociale. Enfin. Ouais. Donc, comment lit-on l'impôt? Trop d'impôts, c'est quoi? Pas assez d'impôts, ce serait quoi? Et de montrer que selon les époques, selon les grilles d'analyse, eh bien, la question apporte des réponses qui sont parfois un petit peu divergentes. Et de toute façon, on ne peut pas trancher. Il n'y a pas de réponse idéale. Bon, on verra ça juste après, de toute façon. Pour finir sur la conclusion, alors là aussi, on rappelle évidemment l'évidence, mais affirmer quelque chose clairement, on doit répondre à la question. Et puis l'ouverture aussi qui a tendance à faire peur à pas mal d'étudiants. Alors, ouais, l'ouverture, c'est aussi quelque chose qui est parfois difficile parce que l'étudiant se dit « je veux faire une ouverture ». Bon, alors c'est pas parce qu'on veut en faire une qu'elle vient spontanément. Donc, il faut éviter les ouvertures passe-partout. C'était comme ça hier. Est-ce qu'on ira-t-il de même demain? C'est peut-être pas ce qu'on fait de mieux. Là, en l'occurrence, c'est se poser la question de savoir si on peut toujours concevoir la fiscalité dans le cadre de l'économie actuelle, ouverte, avec les nécessités de la transition écologique, si on peut toujours raisonner de la même manière que celle qu'on employait traditionnellement avant les bouleversements récents. Très bien. Alors, on va passer à la dissertation en tant que telle. Donc, trop d'impôts tue l'impôt. Alors déjà, peut-être pourquoi avoir choisi ce sujet? Alors, d'abord parce que je l'ai posé à mes étudiants. Voilà, c'est venu d'une réflexion sur quoi les tester. Et je me suis dit, c'est la formule de l'affaire ou prêter à l'affaire est une bonne formule. Donc, c'est un sujet qui n'est pas tombé en plus au concours. Donc, c'est quelque chose qui pourrait tomber, mais qui n'est pas tombé. Et puis, c'est un sujet qui recoupe des dimensions diverses et variées du programme, puisque ça reprend des éléments étudiés en première année dans le module 1 sur les fondements de l'économie, et puis une bonne partie aussi de programme de deuxième année, en particulier tout ce qui touche aux politiques économiques, à l'intervention publique et aux politiques sociales. Ouais. Et moi, c'est un sujet qui en plus c'est super intéressant parce que c'est un exemple parfait de l'idée de continuum, de comment les choses que l'étudiant va apprendre pour les concours, en fait, sont outils pas uniquement pour les concours, mais aussi derrière, parce que toutes les notions là qu'on va discuter, on va les appliquer en entreprise, même au-delà des débats économiques, tous comme citoyens, on paye tous des impôts, mais au-delà de ça, les entreprises, il y a plein de notions qu'ils utilisent pour la gestion des prix, parce que les impôts, finalement, c'est un prix, c'est les prix qu'on paye pour les services publics. Et toutes les entreprises doivent choisir les prix de leurs produits et leurs services. Oui. Et puis pour ajouter quelque chose, alors évidemment on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui va tomber ni à ESCP Schema ni à HEC ESSEC, mais c'est quand même un sujet qui a animé les débats économiques en fin d'année civile 2025, et c'est à peu près à cette période-là que les sujets sont conçus. Voilà. Donc, oui, ça cadre parfaitement avec tous les débats sur la taxe Zuckman, sur l'idée qu'une partie de la population très fortunée échapperait à l'impôt ou paierait en proportion moins d'impôts que n'en paient les classes moyennes en particulier. Donc, il y aurait une injustice fiscale. Donc, ce débat a été très, très polémique au début de l'année, avec de grands clivages politiques. Donc, ça a remis la question à la surface. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ce sujet, et c'est d'ailleurs le cas de tous les sujets qui sont choisis tant à HEC ESSEC qu'à ESCP Schema, c'est que ce sujet, évidemment, il regroupe plusieurs notions du programme. Évidemment, il n'est pas centré sur un seul chapitre. Non, il est centré sur des chapitres différents. Alors, ça insiste peut-être un peu plus sur ce qu'on voit en deuxième année, puisque
L'impôt, c'est ce qui permet à l'État de trouver les ressources qui lui permettent de mener à la fois les politiques économiques, de financer les services publics, de payer donc les fonctionnaires, de financer aussi tout ce qui est régalien, qu'on a tendance parfois à oublier, mais qui est important. Et puis, l'impôt est au cœur aussi des politiques sociales. C'est-à-dire, même si une partie des politiques sociales relève d'une logique de cotisation, c'est-à-dire les prestations sociales sont financées par des cotisations qui ne sont pas proprement parlées des impôts. On voit que dans la plupart des pays développés, la part fiscale du financement de la protection sociale a augmenté par rapport à ce qu'elle était après la Seconde Guerre mondiale. Donc l'impôt devient aussi, en France par exemple, on a créé la CSG, provisoire mais durable, de 1% au départ, et qui maintenant atteint 9%, qui est un impôt sur le revenu proportionnel en fait. Voilà. Miguel, je te voyais acquiescer si tu veux réagir. Non, pas nécessairement. Je ne sais pas là, désolé. Tu étais juste d'accord. Oui. Très bien. Très bien, très bien. Alors, ça, c'était pour les notions. Et maintenant, si on parle des attentes, cette fois-ci, du sujet. Donc, plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on attend fondamentalement au-delà de ce sujet-là? Qu'est-ce qui finalement va faire la différence entre une copie qui va avoir 14, 15, 16 et plus et des étudiants qui vont être notés en dessous de la moyenne? Quelle différence tu vois de ce point de vue-là? Déjà, ça amène à la courbe de l'affaire dont on parlera tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut savoir d'où vient la citation et voir que c'est un débat qui est un débat ancien. C'est une question qui est très, très ancienne. Cette question de trop d'impôt tue l'impôt. Si vous avez bien suivi votre cours d'histoire de la pensée économique, les penseurs libéraux du début du 19e siècle sont généralement très hostiles à l'impôt ou veulent des impôts qui soient mesurés. C'est un débat important puisque la Révolution française, par exemple, est d'abord une révolution fiscale. Donc, il y a des choses qui sont très, très anciennes. Jean-Baptiste Say disait qu'un impôt exagéré détruit la base sur laquelle il porte. Et puis un autre Français a dit, lui, cette formule que je répète à mes étudiants parce qu'elle est facile à retenir, elle est « auto tue les totaux ». C'est-à-dire que plus on taxe, finalement, moins on récolte. Donc c'est une question qui est une question polémique, qui nécessite de bonnes connaissances historiques, puisqu'il faut être capable de voir un petit peu comment l'impôt a évolué dans le temps, connaître les différents types d'impôts, ce qui n'est pas non plus une chose inutile pour tout citoyen responsable. Et puis donc avoir à la fois donc le bagage historique, le bagage théorique, la connaissance de l'actualité, puisque l'idée qui avait motivé, c'était le débat autour de la taxe Zuckman. Donc faut aussi avoir suivi l'actualité de l'année durant laquelle on passe les concours, parce qu'il y a des choses qui raccrochent. Oui. Et les concepteurs de sujets ne sont pas étanche à l'actualité. Oui, on parlait tout à l'heure de contextualiser les sujets. Là, on sent qu'il y a une vraie profondeur historique. Quoi. Ça date de maintenant jusqu'à des temps quasi immémoriaux. Quoi. Voilà. Absolument. Ok, très bien pour ça. Alors oui, on va afficher cette fameuse courbe de l'affaire, puisque c'est... Alors, je ne sais pas si c'est le cœur du sujet, mais en tout cas, c'est difficile de ne pas la mentionner quand on traite un tel sujet. Alors, est-ce qu'on va faire l'injure aux étudiants de deuxième année de rappeler en quoi elle consiste? Peut-être. Est-ce que tu peux nous la commenter? Est-ce que vous pouvez nous la commenter d'ailleurs? Oui, si. En fait, sur l'axe horizontal, on voit la pression fiscale qui va de 0 à 100%. À gauche, du coup, à 0, c'est un pays qui ne met pas d'impôt. Si on n'a pas d'impôt, dans l'axe vertical, on est sur les revenus. Et du coup, si on ne met pas d'impôt, il n'y a pas de revenus. Et en fait, plus on met d'impôts, plus normalement nos recettes fiscales ils vont monter jusqu'à un certain point. Et c'est ce point qui va générer beaucoup de débats dans lesquels on commence à mettre un taux d'imposition tellement élevé qu'il y a des individus, des entreprises qui vont décider de... on va dire, arrêter de travailler ou simplement chercher des voies pour éviter ces taux d'imposition qui va faire qu'au fur et à mesure qu'on monte les impôts, on aura moins et moins des recettes. Et cette courbe telle qu'elle, même si, comme j'ai dit, ça, en fait, les débats, ça existait depuis des siècles, le dessin est dû à l'affaire, qui est un économiste américain qui travaillait dans les années 70 pour le gouvernement de Ronald Reagan, quand il était candidat d'ailleurs. Et que lui, il soutenait que les taux d'imposition des États-Unis étaient plutôt par ici à droite, et que si on réduisait les taux d'imposition, en fait, l'économie allait prendre tellement de force que les revenus allaient monter. Et en fait, c'est avec ces discours-là que Ronald Reagan a gagné les élections. Basiquement, il a promis qu'il allait réduire les impôts, c'est ça qu'il a fait. Après, les études montrent que les États-Unis n'étaient pas là, mais étaient plutôt par là, à gauche. Oui. Et que du coup, comme ils sont descendus les taux d'imposition, mais les recettes, ils sont descendus. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'était aussi le contexte, effectivement, où le keynésianisme, qui avait été un peu l'alpha et l'oméga pendant des années, en Occident en tout cas, était un peu à la peine, quoi.
Alors, mais donc c'est intéressant d'avoir ce contexte-là. Très bien. Bon, alors, on va peut-être attaquer le vif du sujet. Alors, c'est toi qui as proposé ce plan, je t'en prie. Alors, avant d'en arriver au plan, quand vous découvrez le sujet, vous êtes obligé d'en passer par un certain nombre d'opérations, et en particulier d'essayer de trouver toutes les idées qui vous raccrochent à la lecture du sujet que vous avez pu faire. Donc là, il est évident qu'il faut partir de l'affaire, donc il faut contextualiser. Ça veut dire quoi l'affaire ? C'est le modèle qui a servi, qui a fait le succès de Ronald Reagan. Et ensuite, un peu avant, c'est la même idée qui a porté Margaret Thatcher. L'idée, c'est que la pression fiscale avait atteint un niveau tel que finalement l'économie était en panne. Et le coupable, c'est le keynésianisme, ce que tu disais. Donc, à partir de là, l'idée, c'est que quand il y a trop d'impôts, eh bien, les gens changent de comportement, fraudent, arrêtent de travailler, et finalement, l'État finit par perdre des recettes. Et si on rétablit la balance, si on ramène le curseur là où il doit être, on va obtenir un effet de relance de l'économie, puisque au lieu d'être prélevés par l'État, les fonds seront soit réinvestis, soit consommés. Et si on laisse aux riches une plus grande part de ce qu'ils détiennent, ils investiront, ça sera profitable à tous, c'est-à-dire ça sera un gain collectif. Et on en attend ce qu'on appelle le ruissellement, c'est-à-dire qu'ensuite les retombées soient positives pour tout le monde. Alors évidemment, il faut être capable de définir ce qu'est un impôt. Donc bien insister sur le fait, alors peut-être dans l'introduction, ça montrer que l'impôt, c'est pas la même chose que les cotisations sociales. Rappeler qu'il y a plusieurs sortes d'impôts, et que c'est un versement obligatoire. C'est quand même quelque chose de basique à dire. On ne peut pas se soustraire à l'impôt. Si on se soustrait à l'impôt, c'est une fraude. Voilà, on peut avoir des moyens légaux pour le diminuer, c'est-à-dire l'optimisation fiscale, mais si on s'y soustrait, c'est de la fraude. Alors évidemment, il y a des impôts de toute nature. En fait, tout le monde paie l'impôt. C'est la conclusion à laquelle il faut arriver, puisque tout le monde ne paie pas l'impôt sur le revenu en France. Je crois qu'il y a 52% des ménages qui ne paient pas l'impôt sur le revenu, mais tout le monde paie des impôts, ne serait-ce qu'avec la TVA. Oui, c'est ça. Il faut bien rappeler que la TVA est un impôt. La TVA est un impôt indirect. Donc à partir de là, il faut partir de l'affaire. Faut être conscient des débats, puisque l'apogée de la courbe, en fait, ça correspond au point d'inflexion. Ça renvoie à des travaux antérieurs à ceux de l'affaire, comme ceux de Mirles, sur la fiscalité optimale, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un niveau de fiscalité qui permet de à la fois assurer les recettes de l'État sans décourager l'économie. Donc on y reviendra dans le développement. Et puis évidemment, c'est une question qui est assez franco-française, puisqu'il y a un débat très fréquent en France entre la gauche et la droite. Il faut être clair sur l'impôt, et les économistes sont partagés aussi par un peu la même ligne. Donc ça renvoie au débat autour des travaux d'Emmanuel XVI, Thomas Piketty, Zuckman, sur le fait que depuis les années 80, en fait, on aurait baissé les taux d'imposition et que ça serait socialement injuste. Donc il y a tous ces aspects-là, dans un contexte de finances publiques dégradées. Donc voilà, tout ça se mélange pour donner un sujet qui, finalement, peut être traité de manière assez diverse. Donc moi, nous avons fait un choix raisonné, mais il y a sûrement d'autres moyens. Oui, c'est ça. C'est pas un corrigé. Il n'y a jamais de corrigé idéal. Il faut comprendre. Il y a des façons efficaces de répondre à la question, mais ce que je disais tout à l'heure. Il faut le préciser, mais c'est intéressant ce que disait Frédéric Millet dans une autre vidéo. Le plan, c'est comme une prise de judo. Ça va être plus ou moins facile de traiter le sujet avec la bonne prise, mais il y a évidemment plusieurs propositions. Alors même, d'ailleurs, avant d'arriver à ce grand 1, en termes de problématiques, on l'a dit, il faut poser une question intelligente. On ne va pas dire, est-ce que trop d'impôts, tu l'imposes ? C'est peut-être un peu court sur pattes. Non. Comment on restructure tout ça ? Alors l'idée quand même qui est sous-jacente, c'est que c'est la question de savoir si à un moment, l'impôt et les prélèvements obligatoires en général, d'ailleurs là, quand on vous donne les statistiques, on vous dit par exemple en France c'est 45% de prélèvements obligatoires, c'est impôt plus cotisation sociale. Donc là, pour réfléchir, on peut un peu confondre. Mais l'impôt et les prélèvements obligatoires en général ont-ils atteint des niveaux tels que finalement ils en deviennent contre-productifs, c'est-à-dire qu'ils découragent les agents de travailler davantage ou de s'enrichir davantage, ou les conduisent à faire des arbitrages. Par exemple, au lieu de déclarer les heures que je fais, je travaille au noir. Donc la question, c'est de savoir si on atteint un taux insupportable qui finit par transformer ou changer les comportements des contribuables, que ce soit des travailleurs, des chefs d'entreprise. Voilà.
Et que finalement se traduit dans des recettes moins importantes pour l'État, parce que finalement c'est ça, les impôts ils vont servir à financer l'État, et quand un gouvernement décide de monter les impôts, c'est jamais une décision facile. L'objectif à la fin, c'est de faire monter ces revenus-là. Et du coup, c'est cette idée-là. Est-ce que vraiment on atteint un tel niveau qu'une autre montée d'impôts peut avoir comme conséquence, au contraire, une baisse des revenus, une baisse des revenus de l'État. Très bien, bon, ça me semble assez clair. Alors sur la première partie, eh bien, il y a évidemment la dimension contextualisation qui est importante. Quand l'affaire réussit ce coup de génie qui est sa courbe, puisque en fait elle est difficile mathématiquement, il paraît qu'elle est très difficile à saisir. L'idée, c'est que les taux d'imposition ont considérablement augmenté. Il faut savoir qu'on n'est pas rentré dans le XXe siècle. Par exemple, dans un pays comme la France, on avait, à la veille de la guerre de 14, 12 à 15% de prélèvements obligatoires. Après la Première Guerre mondiale, pour se désendetter, les taux ont considérablement augmenté, ont atteint les 30%. Et il y a un nouveau palier qui a été franchi après la Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'on arrive à l'époque de l'affaire, dans les années 70, dans un pays comme la France, on a atteint les 40%, ou a dépassé les 40%. Donc on a l'impression qu'il y a une montée inexorable de la pression fiscale. Et d'un point de vue théorique, elle est imputée au keynésianisme. C'est-à-dire keynésianisme qui dysfonctionne à partir des années 70, puisqu'on entre dans la phase de stagflation. Donc c'est une double, on est allé trop loin dans le keynésianisme, on prélève trop d'impôts, et ça ne marche pas, puisqu'on ne résout pas les problèmes que prétendait résoudre le keynésianisme, c'est-à-dire qu'on a des prélèvements obligatoires très élevés, des recettes de l'État qui sont fortes, mais avec des difficultés, c'est après le choc pétrolier, un chômage qui augmente, et donc finalement le cocktail proposé par Keynes ne fonctionne plus, il faut passer à autre chose, et c'est ce dont s'emparent Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Et à partir de là, ils vont essayer de baisser, en s'appuyant là-dessus, ils vont essayer de baisser les taux d'imposition en s'appuyant sur ce modèle de l'affaire. Donc ça veut dire baisser les taux marginaux d'impôt sur le revenu, le taux de l'impôt sur les sociétés, et en même temps aussi de diminuer, puisque l'idée c'est d'inciter les gens à travailler plus, de diminuer les prestations sociales, avec des effets qui sont attendus, qui sont le ruissellement. D'accord. Oui, donc si je vous comprends bien, l'idée en fait structurante derrière, c'est de dire, évidemment, la pression fiscale, elle n'est pas supportée de la même manière dans une période où les salaires montent beaucoup plus vite que l'inflation, où il y a le plein emploi. Là, évidemment, quand la machine s'enraye, c'est pas tout à fait la même chose. Exactement. Donc, évidemment, c'est consubstantiel aussi à une critique très forte de l'État qui se fait sentir aux États-Unis depuis les années 60. On peut rappeler que l'État keynésien ou l'État-providence sont critiqués par des auteurs comme Milton Friedman, comme les théoriciens des choix publics. L'école de Chicago. Buchanan, Tullock, etc., qui critiquent l'État dont la logique serait propre contre celle des citoyens. L'État jouerait contre les citoyens. Donc on en attend le ruissellement, ça c'est le grand B, donc c'est le cœur des politiques conduites par Margaret Thatcher et Ronald Reagan, donc au cœur des Reaganomics, donc on associe baisse d'impôts et en même temps politique de déréglementation. Et la mesure la plus célèbre de la période Reagan, c'est ce qu'on appelait l'ERTA, ERTA, l'Economy Recovery Tax Act, qui baisse de manière très importante les taux d'imposition. Et cette tendance est suivie dans la plupart des grands pays, qui résistent, c'est le cas en France. En France, en 80, on fait l'inverse, avec l'impôt sur en instaurant l'impôt sur la fortune, mais 86, première cohabitation, gouvernement Chirac, là, on baisse les taux d'imposition, on supprime. Et même des Mauroy II, à vrai dire. Alors c'était, avec Mauroy, Fabius, on commence déjà à revenir, à avoir une fiscalité plus pro-business. C'est le tournant de la rigueur. Et Bernard Tapie et la redécouverte des vertus de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est à 82, 83. Donc, on veut évidemment que le ruissellement se fasse. Donc, en diminuant les taux des plus riches, on incite au travail, à la consommation. Et évidemment, l'idée de tout ça, c'est qu'au lieu que l'État dépense pour mener des politiques de relance qui vont permettre de résoudre le problème du chômage, eh bien là, le fait que l'État se serre la ceinture et rende à l'économie entreprenante l'argent, eh bien, ça va doper la croissance et ça permettra de réduire le chômage. Donc, c'est une inversion des raisonnements. Il y a quelque chose d'un peu révolutionnaire dans la façon de le proposer, c'est qu'on va réduire tous les impôts. En fait, c'est pas juste réduire un pour... Non, même si on réduit, l'argumentation, c'est même si on réduit tous les impôts, les recettes, ils peuvent monter
tellement l'économie va progresser, en fait. C'est-à-dire ce qu'on perd d'un côté, on va le gagner, on va le retrouver de l'autre. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas nouveau. C'est l'idée qu'il y a un point d'inflexion au-delà duquel, en fait, la situation se dégrade. Alors c'est ce qui a été déjà expliqué par James Mirrlees, qui a reçu pour cela le prix Nobel en 1996. C'est An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation de 1971. Et l'idée, c'est que, ce que dit Mirrlees, c'est que la fiscalité modifie la répartition primaire des revenus par deux canaux. D'un côté, les prélèvements obligatoires, et de l'autre, les transferts. Et ces deux canaux sont nécessaires, et donc ça corrige aussi les comportements face à l'impôt. C'est-à-dire, selon ce qu'on choisit de taxer, qui on taxe, comment on taxe, ça modifie les comportements. Ça peut être bon pour l'État, ça peut être moins bon pour l'État. Donc il faut trouver cette fiscalité optimale qui résulte à la fois des mesures prises et aussi de la réaction des agents, puisque les agents, en fonction de la manière dont l'impôt est conçu, vont modifier leur offre de travail, leur épargne, leur niveau de production, et ça peut rapidement conduire à des stratégies d'évitement. Donc la fiscalité optimale, c'est celle qui rapporte le plus à l'État, en évitant toute forme de compte possible de contournement de l'impôt. Voilà. Absolument. Alors, on va pouvoir passer à cette deuxième partie, si vous le voulez bien. Pour passer de la première à la deuxième partie, il faut montrer donc, que l'économie de l'offre a préconisé, l'économie d'Arthur Laffer préconise donc des baisses d'impôts importantes qui ont eu lieu, qui ont été faites, afin de rendre des marges de manœuvre aux plus aisés et d'en obtenir un effet bénéfique pour l'ensemble de la société. Alors, quand je parle des plus aisés, c'est les contribuables les plus fortunés, mais aussi les entreprises. Les résultats des politiques l'ont-ils confirmé? C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Donc on a un modèle qui est critiqué, c'est-à-dire que déjà la partie décroissante de la courbe est difficile à identifier, difficile à identifier, puisque le postulat de Laffer repose largement sur la question des élasticités. Un contribuable parfaitement rationnel réagit aux modifications de l'impôt, ce qui entraîne des choix qui peuvent être délétères pour l'État, comme la délocalisation, par exemple une entreprise. Si on monte le taux d'impôt sur les sociétés, dans une économie ouverte où les capitaux circulent, l'entreprise peut décider d'aller s'installer dans le pays voisin ou à l'autre bout du monde. Donc ça peut entraîner l'optimisation ou la fraude. Et la question en fait qui se pose, c'est que dans la courbe de Laffer, on ne sait jamais si le modèle original parle des taux marginaux ou du taux global de prélèvement. Et donc il y a des économistes contemporains, français en particulier, comme Emmanuel Saez ou Thomas Piketty, qui ont montré que la ventilation des prélèvements est d'abord différente selon les catégories sociales. C'est-à-dire tout le monde ne paie pas le même impôt, en fait. Il y a un taux de prélèvement obligatoire, mais tout le monde ne paie pas le même impôt. Et on a des systèmes fiscaux qui sont très différents d'un pays à un autre. Et les taux affichés, les taux marginaux affichés énormes. On a, aux États-Unis, en 49-50, sous Truman, on est à 91% de taux marginal d'impôt sur le revenu. Donc ça paraît énorme, mais en fait, personne n'a jamais payé 91% d'impôt. Donc tout ça est un petit peu brouillé et empiriquement, en fait, ces auteurs, en particulier Emmanuel Saez, montrent que on ne trouve pas la partie de la courbe qui décline. En fait, il y a pas l'élasticité est très relative et en fait, les gens continuent à payer leurs impôts et à travailler même si les taux de prélèvement augmentent. Parce que tous les gouvernements cherchent à connaître quels sont les points dans lesquels les recettes sont maximales. Après, l'objectif des gouvernements, par défaut, c'est pas avoir des recettes maximales. Normalement, l'objectif, ça va être maximiser les bien-être de l'État, qui peut se mesurer de façon différente. Les problèmes, et peut-être ça va être les liens avec les derniers, c'est que les différents États, ils ont de tels problèmes de dettes qu'à un moment donné, il faut corriger d'abord ces problèmes-là, et c'est là que maximiser les recettes devient une obsession, à côté de réduire les coûts, pour essayer de trouver un équilibre. Mais sinon, je crois que ce n'est pas l'objectif d'un gouvernement de maximiser les recettes, c'est juste que la conjoncture économique fait que la plupart, en ce moment, cherchent cet objectif-là, et aucune étude empirique est d'accord sur quel est ce niveau-là, qui pourrait dépendre de plein de facteurs, en fait. Puis il y a des pays où, traditionnellement, il y a une très forte tolérance à l'impôt. Les pays scandinaves, par exemple, ont eu des taux de prélèvement obligatoires très élevés. Et mis à part la France, ce sont encore les pays qui ont les taux les plus élevés. Et il n'y a pas la population ne se rebiffe pas. Parce qu'en contrepartie, elle estime qu'elle reçoit en fonction de ce qu'elle a versé. Peut-être qu'un des problèmes français, c'est que les citoyens n'ont pas toujours l'impression de recevoir au regard de ce qu'ils versent.
Oui, un problème un peu plus contemporain. Mais c'est vrai, il faut aussi constater deux choses. C'est qu'aujourd'hui, alors vous allez m'aider, vous connaissez ça mieux que moi sans doute, mais je crois que c'est 110% à peu près le taux d'endettement de la France, ou 110% du PIB. 115%. Évidemment, c'était bien en dessous de 100% dans les années 80. C'est une première chose. Et on a vu aussi l'apparition de la notion de dumping fiscal, ce qui était peut-être pas encore tout à fait structurant dans ces années-là. Oui, alors ça, on en parlera dans la troisième partie un petit peu de cette question, parce que c'est la dimension ouverture de l'économie. En 1974, quand l'affaire propose sa courbe, les économies commencent à s'ouvrir, mais elles le sont beaucoup moins qu'aujourd'hui. Oui. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes enjeux que ceux qu'on a aujourd'hui. Alors en même temps, l'impôt, c'est sensible, c'est pour ça qu'après avoir montré qu'empiriquement, ça se vérifie pas. Il y a un problème, ça se vérifie mal, pardon. Il y a un souci de consensus social. C'est-à-dire que l'impôt, c'est quand même un des fondements du fonctionnement de la société. C'est prévu déjà dans la Déclaration des droits de l'homme. On explique que chacun doit contribuer en raison de ses facultés. Donc il y a cet aspect-là. Donc il y a l'idée que celui qui a beaucoup doit payer plus en proportion que celui qui a peu. Et évidemment, ça renvoie à ce que fait l'État. L'État prélève cet argent. Alors c'est ce que montrait Musgrave, pour financer les services publics, et en même temps, c'est une dimension normative, c'est-à-dire que l'impôt a aussi une fonction redistributive. C'est ce qui va permettre d'aider les plus démunis et de réduire l'écart, ce qu'on appelle l'écart interdécile, c'est-à-dire l'écart moyen entre les plus riches et les plus pauvres. En France, on voit par exemple qu'il y a la redistribution joue très fortement, puisqu'on est à presque... Alors, je vais te dire une bêtise là. Ça sera approximatif, on est à 5, entre le rapport interdécile avant redistribution est à un peu plus de 5 et on est à 3,5 après. Donc ce qui fait de la France un pays plutôt égalitaire, quand on regarde. Et puis il y a aussi l'autre élément, c'est que l'État a un rôle dans l'économie, c'est ce que disait Keynes avec sa loi psychologique fondamentale. Si on distribue une partie de ce qu'on a récolté avec l'impôt en faveur des plus pauvres, ça a un effet d'entraînement, puisque ce sont ceux dont la propension à consommer est la plus forte, puisqu'ils consomment plus qu'ils n'épargnent. Donc on a intérêt à avoir des impôts pour pouvoir financer ces politiques économiques. Et en même temps, les inégalités sociales qui viendraient d'une taxation trop faible favorisent, limitent la mobilité sociale. C'est-à-dire la mobilité sociale, elle est permise parce que l'État dépense pour améliorer le capital humain, pour assurer la justice fiscale, et puis c'est un risque d'instabilité politique. On le voit bien, les révoltes fiscales existent dans l'histoire. La révolte contre l'impôt a pu se faire de manière, je vous l'ai dit, la Révolution française, mais il y avait aussi la révolte des commerçants dans les années 50 avec l'UDCA et Pierre Poujade, le poujadisme. Donc c'est très sensible, la question fiscale, selon qu'on considère qu'on en paie trop ou que les autres n'en paient pas assez. Vous voyez, c'est quelque chose de très sensible. Donc c'est ce que montre bien John Rawls dans A Theory of Justice. Il montre que l'impôt redistributif est légitime s'il améliore la situation des plus pauvres. Donc il y a quand même cet aspect consensus social est très important. Et puis le modèle de l'affaire est très critiqué pour son résultat. Donc, depuis les années 80, on voit qu'il y a une dégradation des finances publiques dans une grande partie des pays riches. Et donc, c'est attribué parfois aux politiques de réduction de pression fiscale. Oui, et ça fait que la dette dans tous les pays a monté dans la plupart des pays, que ce soit pour différentes crises. Il y a eu la crise économique, déjà la crise des pétroles, il y a eu la crise de 2008, il y a eu la crise liée au Covid. Mais c'est tout à fait ce que tu disais. On voit effectivement l'effet des différents chocs. Alors, ce qui est assez stupéfiant, c'est qu'on voit que dans les années 60, la dette en fait américaine baisse même légèrement en pourcentage. En fait, tous les parties grises, les lignes verticales, ça reflète des périodes de récession aux États-Unis, mais qui correspondent à des périodes de récession dans la planète. C'est pour l'ensemble des pays. Et on voit que l'affaire, ça arrive dans une période, en fait, c'est ici, plutôt ça va dans les années 80 et Reagan, où l'économie américaine allait bien. Il sortait d'une période dans laquelle il n'allait pas si bien, mais c'est une période dans laquelle la dette a beaucoup monté, en fait. Même si on est loin de pouvoir dire que la causalité est directe, mais quand même la dette a beaucoup monté. Et ça s'est répété dans d'autres gouvernements qui ont décidé de faire des politiques semblables, parce que George Bush aussi dans les années 90 a décidé de réduire les niveaux des impôts. Pas le fils, oui. Et du coup, on a une période aussi où la dette a beaucoup monté. Et ça a été pareil pendant les premiers mandats. Et on va voir, encore, on n'a pas les données, mais les deuxièmes mandats de
Donald Trump, où encore lui, il a décidé de réduire les impôts avec l'idée que l'économie va tellement progresser. Mais à chaque fois, ce qui a été observé, c'est qu'à chaque réduction des impôts, même si assez souvent c'est observé une croissance économique, on n'a jamais observé une réduction de la dette. Alors, est-ce que c'est lié uniquement à que l'augmentation des recettes n'est pas assez importante ou est-ce que c'est lié à des dépenses? Là, il peut y avoir des débats, mais en tout cas, jamais on a observé qu'après une réduction des impôts, on a pu observer une réduction des niveaux de dette. Au contraire, ça a été toujours suivi d'augmentations de dettes qui sont importantes. Et on va pour les États-Unis, on parlait pour la France. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est à 120%, ce qui est énorme. Ce qui, pour des pays plus petits, c'est considéré comme insoutenable, en fait. Oui, bien sûr. Alors, et après, il y a la fameuse théorie du roi dollar qui fait que, de toute façon, les Américains sont relativement épargnés. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement l'effet des crises. Hein. On voit bien les subprimes, on voit bien aussi la Covid, ça c'est sûr. Et ce qui est un peu ironique aussi, c'est que finalement, la dernière période où ce trait-là baisse un petit peu, finalement, c'est pendant les années Clinton, qui pourtant étaient a priori plutôt démocrates, quoi. Donc c'est intéressant de voir ça, effectivement. Bien, sauf si tu veux réagir. Oui, je disais que cette question-là, elle a fait l'objet de beaucoup d'études, en particulier les travaux d'Olivier Blanchard quand il était chef économiste du FMI. Lui a établi clairement un lien entre les baisses d'impôts accordées par les gouvernements et la montée des déficits. Absolument. Voilà. Bien, on peut passer donc à cette troisième partie. Voilà, alors l'idée pour passer de la deuxième à la troisième partie, c'est de montrer que beaucoup de critiques de la courbe de l'affaire, là, une remise en cause de la méthode, une remise en cause des effets, en particulier qui aboutirait à des injustices fiscales, et puis évidemment la prise en compte aussi des réalités contemporaines qui font que la question telle qu'elle est formulée, finalement, a peut-être moins d'impact aujourd'hui qu'elle n'en avait, ou de conséquences directes qu'elle n'en avait dans les années 70-80. Ouais. Puisque là, on est face à un avenir incertain, avec des enjeux nouveaux, et peut-être que la question n'est plus de savoir si trop d'impôts tue l'impôt, mais plutôt de trouver les bons impôts pour la période actuelle. Donc, ce qui est certain dans la troisième partie, c'est qu'il faut éviter que le consentement à l'impôt ne soit menacé. On l'a vu en France, lors du choc fiscal de François Hollande, en 2012, il y avait eu le mouvement des pigeons. Là, on a le mouvement, le Nicolas qui paie. Donc, il y a quand même, dans une partie de la population, puisque l'impôt est très concentré en France, l'impôt sur le revenu, très concentré, il y a une partie de la population qui estime payer plus qu'elle ne devrait. Évidemment, il faut penser que la fiscalité joue surtout sur l'épargne, sur l'investissement, sur la consommation, et sur le plan microéconomique, donc elle incite ou désincite individus et entreprises, et que selon finalement le cocktail que va choisir le gouvernement pour se financer, les effets peuvent être très différents. L'idée que personne ne paie l'impôt, on l'a dit tout à l'heure, c'est faux, puisque tout le monde paie la TVA, tout le monde paie des droits de mutation si on achète son appartement, tout le monde paie les taxes sur les produits pétroliers ou énergétiques, tout le monde paie des droits de succession si on est au-delà de l'abattement. Et puis les sociétés aussi paient tout l'impôt. Et c'est là qu'évidemment l'État doit bien choisir. Et ça avait été bien montré par un auteur qui s'appelle Anthony Atkinson, qui en 1977 avait montré que ce qui est important finalement, il y a la question de ce qu'on prélève et la question de l'assiette fiscale. C'est-à-dire que cherche-t-on à taxer et comment? Et donc aujourd'hui, ça c'est une question qui se pose. Les pays scandinaves, par exemple, ont mis des taux, sont réputés fiscalement plutôt égalitaire, mais en même temps, des taux de TVA très élevés. Le taux de TVA en Suède, c'est 25%. En France, ce n'est que 20%. Et en France, dès qu'on dit, il y a le débat sur la TVA sociale, faut-il augmenter la TVA? La TVA, tout le monde la paie, y compris les plus pauvres. Donc, elle pèse proportionnellement plus sur les plus pauvres que sur les plus riches. Donc, il faut essayer aujourd'hui, la question, c'est l'équité. Il faut que l'impôt soit à la fois efficace, mais aussi équitable. C'est-à-dire que, les injustices soient, limitées, que, en gros, les contribuables en aient pour leur argent, et qu'en même temps, l'État ait des ressources suffisantes pour garantir les grands équilibres macroéconomiques. Et là, évidemment, on voit bien que c'est aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. Donc, d'où les débats en France sur le retour de l'ISF, par exemple, l'impôt sur la fortune, ou, on en parlera tout à l'heure, la mise en place de la taxe Zuckman.
par rapport à ce point d'équité et efficacité, en fait, jusqu'à aujourd'hui, aucun économiste a été capable, et celui qui les trouvera aura directement les prix Nobel, trouver les impôts qui sont capables d'avoir les deux ensemble. Soit on a des impôts qui sont efficaces dans le sens où ils n'ont pas d'impact sur l'économie, mais ça, c'est par exemple le cas d'un impôt forfaitaire. En fait, tous les citoyens de la France doivent payer exactement le même impôt. Et ça n'aurait aucun impact sur les prises de décision de chacun comme individu. Et dans ce sens-là, c'est un impôt qu'on considère efficace. Par contre, c'est pas du tout équitable. En fait, un impôt que tout le monde paye exactement la même quantité. Et le problème, c'est que tout impôt équitable génère des distorsions, des changements de comportement. En fait, basiquement, si je considère que je paye trop d'impôts, ben, je vais essayer de me faire passer par quelqu'un qui n'est pas de ma catégorie, justement, pour essayer de payer moins. Et c'est ça que les économistes essaient de corriger. Mais aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, on n'a jamais trouvé quelque chose qui soit capable de trouver les deux. Voilà, et puis historiquement, on a des exemples. En 2012, par exemple, à l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, il y a eu le choc fiscal et l'OFCE a calculé que ça avait vraisemblablement coûté 0,8 points de PIB par an pendant les 5 années de mandat de François Hollande, qui a été obligé de corriger le tir, et donc, après avoir prélevé très lourdement sur les entreprises, de promouvoir sa politique de l'offre qui lui a valu des déboires politiques avec une partie des députés socialistes. Donc c'est une affaire extrêmement sensible parce que ça touche le social. C'est-à-dire que on assigne à l'impôt quand même la mission de limiter le creusement des inégalités, donc d'en revenir à plus de justice, et c'est tout le sens des débats automnaux autour de la taxe Zuckman. C'est-à-dire l'idée que ceux qui ont le plus ne seraient pas ceux qui paient le plus. Alors en proportion, hein, en valeur absolue, c'est sûr que ce sont eux qui paient le plus. Le plus gros contribuable français, je crois que c'est Bernard Arnault, paie à titre personnel 50 millions d'euros d'impôts par an. Mais évidemment, ça, c'est 50 millions d'impôts payés par Bernard Arnault, rapportés à sa fortune, ou selon les modalités de calcul, ça peut varier beaucoup, mais rapportés à sa fortune, ça peut sembler peu par rapport à quelqu'un qui laisse un mois de salaire à partir du moment où célibataire, il est dans les classes moyennes, il paie un impôt assez lourd. Donc la question, la justice fiscale, on ne peut pas la séparer de la question des inégalités, de la justice sociale, et c'est un des fondements des sociétés démocratiques. Les sociétés démocratiques se sont bâties sur le consentement à l'impôt, sur l'universalité de l'impôt et sur le principe de l'égalité devant l'impôt. Donc l'idée que certains ne paieraient pas assez. Donc toutes les réflexions qui sont à la fois françaises mais aussi internationales, portées par des organismes, des ONG comme Oxfam par exemple, c'est d'instaurer ou de parvenir à instaurer un impôt mondial qui permettrait une taxation juste des plus riches, ce qu'on appelle les UHNWI, les Ultra High Net Worth Individuals, c'est-à-dire le 1 millième ou le 1 centième, ça dépend des calculs. Et c'est comme ça qu'est arrivée la question de la taxe Zuckman, qui voulait mettre une taxe propose une taxe de 2% sur la richesse, c'est-à-dire patrimoine plus revenu. Et l'idée, c'est qu'on calcule 2%, on prend le patrimoine et le revenu, on additionne, on prend 2% de la valeur. Si l'individu paie moins que ça d'impôts par an, il devra combler l'écart. Et l'idée de Zuckman, c'est que cette taxe devienne mondiale. Alors, elle a été discutée. L'État de Californie, par exemple, a beaucoup débattu sur l'instauration de la taxe Zuckman. Je pense qu'il n'en est plus question. En France, ça concernait les 1800 foyers fiscaux les plus fortunés. Donc, c'est très critiqué. C'est-à-dire que certains expliquent que ça va être contre-productif. Justement, c'est ce qu'on voit dans le grand C, c'est-à-dire que c'est contre-productif peut-être potentiellement parce qu'on est en économie ouverte. C'est-à-dire que l'évasion fiscale, c'est facile. Les capitaux circulent librement. Et c'est garanti par traité à l'intérieur de l'Europe. Donc ça a permis d'ailleurs de développer des stratégies de dumping fiscal. Par exemple, l'Irlande a baissé son taux d'impôt sur les sociétés il y a maintenant plusieurs décennies à 12%. Ce qui fait que tous les sièges des multinationales américaines sont à... Oui, quand on paye Google, on paye toujours voilà, Dublin. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis, on voit très bien que la libre circulation des capitaux, ça a permis la création de paradis fiscaux, de places financières offshore, etc. etc. Ça permet évidemment à beaucoup d'entreprises ou de particuliers d'échapper à l'impôt. Alors, évidemment, pour éviter ça, la tendance de l'État, c'est de baisser les taux d'imposition sur ce qui est mobile. D'où le fait que
Hein, quand on regarde dans les années 80, les taux d'imposition moyens des sociétés dans les pays développés, c'était entre 45 et 50%. Et aujourd'hui, on est entre 20 et 25%. Pour éviter que les entreprises ne s'en aillent. Hein, mais évidemment, à l'inverse, on a tendance à taxer ce qui est immobile. Donc, par exemple, le patrimoine immobilier ou les revenus de ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, ça veut dire que l'État a des difficultés, hein, d'où tout le débat sur l'ISF. Si on remet l'ISF, est-ce que ça va entraîner de l'évasion? C'est ce qui semble se produire. C'est montré par l'exemple actuel du Royaume-Uni, où on a augmenté les taux d'imposition, et visiblement, ou la Norvège. Et là, il y a pas mal de contribuables qui s'en vont. Donc, la question de l'affaire, finalement, indirectement, elle est toujours un petit peu là. On a du mal. Et puis en France, par exemple, on a aussi fiscalisé maintenant de plus en plus la protection sociale. C'est-à-dire ce qui était au départ financé par des cotisations est devenu financé de plus en plus par l'impôt. Hein, c'est la CSG. Donc là aussi, on a l'impression, une partie des citoyens ont l'impression qu'ils paient beaucoup. Alors tout le monde paie à la CSG. Mais il y a une frange, les 10% des revenus supérieurs acquittent plus de 70% de l'impôt sur le revenu. Donc il y a une très grosse concentration de l'impôt. Et donc ça peut être un enjeu. Et puis il y a le problème maintenant aussi des nouveaux enjeux, en particulier de la fiscalité verte, hein, puisqu'il faut financer la transition écologique. Et ça oblige à réfléchir peut-être autrement par rapport aux périodes anciennes. Alors ça renvoie à des aspects théoriques, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer la fiscalité verte à deux objectifs, taxer les comportements jugés dangereux ou nocifs, et encourager les pratiques vertueuses. Donc ça nous renvoie à toutes les théories de l'économie comportementale, hein, qui a été portée par Richard Thaler, et à l'idée de la taxe pigouvienne, avec l'idée du double dividende, c'est-à-dire que la taxe écologique permet à l'État de récupérer de l'argent, et cet argent peut être investi dans des activités profitables à tous. Donc tout ça est au centre des réflexions actuelles. Donc on n'est plus tout à fait dans la logique de l'affaire. On a un petit peu changé. Voilà. Donc je pense que si on a dit à peu près tout ça dans la dissertation, hein, en rajoutant, c'est pas exhaustif, il y a des choses qui peuvent être remplacées par d'autres, mais on peut développer un raisonnement qui se tient et qui permet d'arriver à une conclusion. Alors oui, peut-être petit propos liminaire avant la conclusion. Il ne faut pas stresser non plus les candidats, évidemment. Non. Là, toi, tu as eu le temps de raisonner. Alors moi, j'ai eu le temps de réfléchir peut-être plus qu'ils ne l'ont. Je suis, comme tous les professeurs de SH, nous sommes monomaniaques. On ne fait que ça, alors que nos étudiants font de la philo, des maths, des lettres, des langues. Donc voilà, et puis ils sont plus jeunes que nous. Donc faut aussi avoir l'idée de ce qu'on peut faire en 4 heures, une idée raisonnable de ce qu'on peut faire en 4 heures. Mais oui, voilà. Ils ont même un énorme désavantage quand je pense comme les chercheurs, quand on écrit des articles, on dit toujours que la dernière chose qu'on va écrire, c'est toujours l'introduction. Parce que c'est un des points les plus compliqués et ça dépend de qu'est-ce qu'on a développé. Alors que là, c'est pas possible. En fait, il faut commencer par ça. Du coup, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de bien réfléchir avant de se lancer à l'écriture. Et on le sait, c'est un désavantage qu'ils vont avoir par rapport à quelqu'un qui a le temps de bien réfléchir qui n'a pas de limite de temps. En fait, oui, le temps de la recherche n'est certainement pas le temps de la dissertation. Non, pas du tout. Voilà, soyons clairs là-dessus. Donc oui, c'était l'idée de proposer un semblant de corriger. Évidemment, c'est pas forcément ce qu'on attend, en tout cas dans de tels puis il y a sûrement d'autres niveaux de détail. Oui. Il y a sûrement d'autres chemins pour arriver à une réponse qui de toute façon sera, alors là, pour le coup, toujours un peu la même. Ouais. C'est-à-dire que trop d'impôts tue l'impôt, on ne sait pas. Il n'y a pas de... La question reste ouverte. On trouve des économistes qui continuent à prétendre que oui, trop d'impôts tue l'impôt, d'autres non. En fait, ce qui est intéressant, c'est de trouver la fiscalité qui est adaptée au temps et aux enjeux du temps. Hein. Je pense que si un candidat explique ça de manière... arrive à cette conclusion-là, il aura montré qu'il avait bien réfléchi. Et donc, qui permet... Ça veut dire quoi? Qui permettent aux acteurs économiques... qui autorise aux acteurs économiques le degré de liberté nécessaire pour que la croissance puisse être soutenue, tout en assurant un financement juste et équitable de l'État et en permettant de compenser les inégalités et de prendre en charge ceux qui en ont besoin d'être pris en charge. C'est-à-dire que toutes ces dimensions-là doivent être mises en avant, c'est-à-dire arriver à une forme de justice sociale. Donc on retombe sur ce que disait Mirlès, c'est-à-dire un impôt qui remplirait toutes les fonctions que l'on peut souhaiter, dans un contexte qui est difficile, parce qu'il faut aussi combler la dette. Donc on peut aussi, dans la conclusion, montrer que... Oui, le rappeler, oui. Et c'est un problème dans des pays dans lesquels, comme la France, les taux d'imposition sont très élevés, enfin les taux de prélèvement obligatoire sont très élevés.
toute augmentation massive des impôts risque de mal passer. Enfin, donc le gouvernement est un peu sur le fil du rasoir. C'est compliqué. Oui, absolument. Donc, de la sorte, finalement, on répond à la question sans trancher tout à fait un débat qui, de toute façon, n'a pas de réponse définitive. On l'a bien compris. Et en guise d'ouverture, tu le parlais. Alors, en guise d'ouverture, moi, je dirais que le problème est qu'il va falloir trouver un impôt efficace, préparer l'avenir dans un contexte qui est instable. Donc, on peut faire une ouverture sur quelles vont être les conséquences, par exemple, du nouveau choc pétrolier. Si choc pétrolier il y a, on peut se retrouver à nous. Et là encore, ça a des répercussions à la fois sur la fiscalité, sur les recettes de l'État. Voilà, l'ouverture, ça peut être ça, c'est-à-dire que la fiscalité de demain n'est peut-être pas encore tout à fait au point, puisque les enjeux vont encore changer. Très bien. Merci infiniment pour cette première partie. Alors évidemment, la deuxième sera sans doute un peu plus courte, mais malgré tout, je trouvais intéressant de vous interviewer, d'interroger là-dessus. Toi, Gérard, donc tu es à la PHEC, donc c'est-à-dire que tu es l'un peut-être des professeurs qui a le regard le plus avisé sur ce qui se passe après en école de management, et puis toi-même, tu diriges un des programmes Grande École. Et donc, c'est souvent la question que se posent les étudiants, finalement, tout ce que j'ai appris pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois pour ceux qui ont un peu moins de chance, dans quelle mesure ce sera valorisé par la suite en grande école. Alors, si vous le voulez bien, on peut évoquer ce sujet-là, finalement. Quel lien entre ce qu'on apprend en ESH pendant 2 ans et puis la suite des réjouissances en école de management? Mais moi, le lien, il est direct. En fait, non, mais c'est surprenant comment les étudiants, quand ils s'intègrent à l'école, parfois, ils pensent qu'ils peuvent oublier, jeter ces notes des classes préparatoires pour certains sujets en se disant, je ne sais pas si ça va m'en servir, alors que tout va servir. Déjà, si on prend les sujets d'aujourd'hui, déjà, tous les étudiants payent déjà aujourd'hui des impôts, parce qu'ils payent tous la TVA, et on souhaite à tous qu'ils vont payer beaucoup d'impôts, parce que payer beaucoup d'impôts, à la fin, ça veut dire qu'on a réussi, en fait. Ça veut dire qu'on a réussi. Et en fait, les notions d'économie, ils vont être totalement appliquées. Évidemment, ça va dépendre un peu des parcours que les étudiants vont suivre. Mais par exemple, la notion d'impôt, c'est pour ça que j'ai trouvé que le sujet était super. Comme les impôts, c'est un prix. Toutes les entreprises vont devoir choisir les prix. Et il y a plein d'études, plein de théories sur comment concevoir et construire ces prix pour les entreprises. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les débats qu'on explique là sur les impôts, tout s'applique au choix que les entreprises vont faire en termes des prix. Parce que les entreprises aussi doivent se poser la question de est-ce que, par exemple, je vais maximiser mon revenu? Est-ce que je vais trouver ces prix-là qui va faire que dans la courbe, là, je vais être au point le plus haut? Et la réponse est ça dépend des entreprises. En général, les entreprises vont chercher à maximiser plutôt les profits, pas que les revenus. Et c'est pour ça que je disais, l'État aussi, il ne cherche pas nécessairement à maximiser son revenu, mais les entreprises vont chercher à maximiser son profit. Mais ils ont tous intérêt à connaître ces points-là, ces fameux points d'inflexion, voilà. Ouais, parce que par exemple, quand on va construire un stade, quand on va construire un théâtre, quand on va construire un cinéma, on veut savoir à partir de quel point, même si on essaie d'avoir plus de monde, notre revenu, il va plus monter parce qu'on va être obligé de descendre les prix, basiquement, pour attirer plus de monde. Et du coup, tout le monde va connaître ces points maximaux pour faire ses choix des capacités, en fait. Quel est le max que je vais proposer au marché. Du coup, dans tous les secteurs, il va y avoir des études pour connaître cette courbe-là, d'estimation d'élasticité, comment la façon de comment les consommateurs vont réagir aux impôts, comment les consommateurs vont réagir à prix, parce que les réactions sont totalement différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que de la même façon que dans les impôts, et c'est les travaux de Mirlet sur comment les consommateurs, les citoyens vont essayer de modifier leur comportement pour essayer de payer moins d'impôts, les entreprises vont faire face aux mêmes dynamiques, c'est-à-dire la plupart des entreprises proposent des prix différents selon les clients. Ça nous arrive à tous aujourd'hui, même quand on est au supermarché. Assez souvent, on va payer un prix différent que la personne avant ou la personne après parce qu'il y a un quart de fidélité, parce qu'il y a un coupon, et ça s'appelle de la discrimination par les prix, ce qui est, même si on utilise le terme discrimination, c'est totalement légal. En fait, on peut payer tous des prix différents. Simplement, il y a des secteurs dans lesquels on est plus habitué, dans l'autre, dans lesquels ça nous choque plus. Et en fait, quand la discrimination par les prix existe, on a toujours des entreprises qui essaient d'en tirer les max des clients qui sont les plus riches ou les clients les plus attirés par les produits, et d'autres clients qui sont pas très attirés.
par les produits. Et du coup, on essaie de mettre des prix différents, sauf en sachant toujours que les clients les plus riches vont essayer de se passer par les autres. Et du coup, on rentre exactement dans la même problématique que pour les impôts. Comment faire payer ceux qui doivent payer plus les max, comment faire payer les autres au moins, qui rendent aussi une question d'équité, parce qu'on va faire payer plus aux personnes qui ont plus de moyens et qui vont faire payer moins à ceux qui ont moins de moyens. Du coup, les liens, par exemple, c'est un exemple atypique des liens parfaits, donc continuité totale entre les deux. Ouais. Oui, donc on sent bien qu'en tant que futur citoyen, futur professionnel dans l'entreprise, évidemment, l'économie va être présente, ça, voire c'est tous les cas. présent. Ouais. Et très concrètement, dans le programme Grande École d'une école comme TBS Éducation, dans quelle mesure l'économie, justement, va s'exprimer pour les étudiants? Il va y avoir déjà, dès la rentrée, ils vont continuer leurs cours d'économie, ça c'est obligatoire. Ils vont avoir des certificats qui vont être proposés. Nous, par exemple, on a un qui est construit par des économistes de l'école qui s'appelle le Climate Action Program qui les accompagne pendant les 3 années. Et après, ça va dépendre de leur parcours. Il y a des parcours dans lesquels l'économie c'est obligatoire. Par exemple, en finance, si on veut faire les CFA, que c'est un des parcours les plus exigeants et très demandés par les étudiants, c'est pour pouvoir travailler dans la bourse, les cours d'économie sont obligatoires. Ça fait partie du programme et ça fait partie des examens qu'ils doivent passer pour valider les CFA, peu importe les niveaux, par exemple. Oui, donc le CFA, c'est d'ailleurs un programme mondial. Oui, c'est un programme américain qui est Charter Financial Analyst que les étudiants doivent passer pour être capables de travailler dans les marchés. Il y a 3 niveaux différents. La plupart des écoles proposent pour former aux différents niveaux. Nous, on les propose. Et l'économie, par exemple, c'est un élément qui est obligatoire, en fait. Et c'est pas les seuls, il y a d'autres dans lesquels aussi. Oui, absolument, oui. On va parler de la géopo, de la culture générale, effectivement. Et alors, ça, c'est dans les cours. Dans la vie associative, est-ce qu'on la retrouve aussi? Dans la vie associative, oui, parce qu'à la fin, quand on a des associations comme des associations liées à la finance, quand on a une association aussi, je pense que la plupart des écoles liées à la géopolitique, à la fin, la géopolitique, c'est extrêmement lié à l'économie, en fait. Il y a un lien extrêmement fort parce que tout ce qui est relations internationales, les poids des différents pays, il est extrêmement lié. Et la finance, oui, ils vont toujours être intéressés par les parcours, en fait, pour les connaissances en économie avec des conférences autour de ces sujets-là. Ouais. Absolument. Bien, mais je pense qu'on arrive à peu près au terme de cet échange. Merci à tous les deux, c'était absolument passionnant. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à dire aux candidats qui s'apprêtent à se frotter aux différentes épreuves de SH, qui sont peut-être un petit peu stressés, on les comprend? Qu'est-ce que vous voulez dire tout simplement à ces candidats de 2e année? Moi, ce que je veux leur dire, c'est qu'à partir du moment où ils ont suivi les conseils de leurs professeurs, c'est-à-dire travailler de manière régulière en ayant des apprentissages qui se font à long terme. Je dis plutôt ça d'ailleurs pour ceux qui sont encore en première année, qui parfois ont du mal à comprendre. Il faut être capable d'empiler les choses, de les digérer. Et ça ne se fait pas en travaillant comme ça le dernier chapitre pour le prochain devoir et puis après en ne revoyant pas, sauf pendant les 15 jours qui précèdent les concours. Donc ceux qui ont travaillé avec méthode, avec rigueur, qui ont un bagage solide, moi ce que je veux leur dire c'est que d'abord pour avoir une bonne note on n'a pas besoin d'être prix Nobel. Donc il faut savoir faire les choses proprement, logiquement, c'est-à-dire proposer une logique, quelque chose qui s'enchaîne bien dans les idées. Évidemment, ne pas perdre de points pour tout ce qui n'y a pas directement trait à la matière. Donc, ce n'est pas l'ESH là spécifiquement, mais c'est vrai partout. Éviter les fautes d'orthographe, rendre des copies lisibles. Moi, je suis atterré parfois parce qu'on a à corriger. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Et puis, avoir confiance en soi. C'est-à-dire, si un sujet vous paraît difficile, ça veut dire qu'il paraît aussi difficile aux autres. Même s'il y en a qui, dans la salle, quand ils voient le sujet, font « yes » comme ça, parce que... pour insinuer qu'ils ont déjà vu le sujet, eux, ou qu'ils l'ont traité avec leur professeur, parce qu'ils démoralisent les autres. Il ne faut pas vous laisser abattre. Travaillez avec ce que vous avez. Surtout, lisez bien le libellé. C'est-à-dire, c'est vraiment 80% de la réussite, c'est bien lire le libellé. Le reste, après, si vous avez travaillé normalement, les connaissances, vous les avez. Donc, avoir confiance. Ici, c'est un sujet qui permet de traiter, de dire beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas une recette pour arriver à... Il n'y a pas le plan, il n'y a pas la martingale gagnante à tous les coups. C'est vraiment une question de réflexion. Je pense que, comme tu dis, ces sujets-là permettent de dire énormément de choses, mais je pense que c'est les cas de la plupart des sujets. Oui. Et il faut essayer justement d'être concis, je pense, parce que quand on est correcteur, je pense, si on se retrouve en fait entre 2 copies, dont une qui arrive à exprimer les mêmes idées de façon un peu plus concise, je pense que ça sera un peu apprécié quand même. Ouais. Ce qu'on aime bien, c'est la cohérence globale. Ouais.
C'est-à-dire faut être fort, c'est pas un catalogue d'auteurs, ça ne s'agit pas d'aligner des théories, des auteurs, des dates, etc., mais il faut poser quelque chose de cohérent, équilibré, c'est-à-dire il ne faut pas faire une première partie de 12 pages, une deuxième, enfin d'ailleurs 12 pages c'est trop long, mais une première partie de 4 pages, une deuxième de 2 pages et une troisième d'1 page, c'est pas bon. Mais voilà, après, je vous dis, on ne vous demande pas non plus d'être... on ne cherche pas le prix Nobel, hein, c'est arriver à bien répondre à la question. En général, quand on a vraiment bien répondu à la question, on a une très bonne note. Une dernière fois, merci à tous les deux pour toutes vos réponses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme pour Écrit-Com, évidemment, Major Prépa sera à vos côtés pour la BCE, pas que pour les épreuves de SH, bien sûr, avec les lives tous les soirs et puis les corrigés également. Évidemment, bon courage. On sera également avec vous pour les oraux, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je vous dis à très bientôt sur Major Prépa.